Nous sommes à l'aube d'un bull run, comment dire, sensationnel. Sauf que quand c'est ton premier, t'es en phase de découverte et donc les chances de se planter à certains moments clés sont élevées, très élevées. Le truc c'est qu'un bull run ça peut vraiment changer des vies, donc je me suis posé la question, quels sont les conseils, les astuces, les clés qui m'auraient vraiment aidé et que j'aurais dû avoir pour mon premier cycle. Et comme c'est le YouTube game, évidemment, je t'ai gardé les 3 meilleurs pour la fin. En bull run, c'est ton cerveau primitif qui prend le dessus. Le pire ennemi quand tu vis ton premier bull run, ce sont tes émotions. Beaucoup de personnes vont dire non, mais moi je serai pas émotionnel, je suis quelqu'un d'assez rationnel, je prendrai les bonnes décisions. Sauf que ça, c'est totalement faux. Un bull run concrètement, c'est quoi? C'est des nouveaux projets crypto qui sortent tous les jours, c'est des cryptos qui explosent tous les jours, c'est des x5, des x10, des x20, parfois seulement en quelques jours, et c'est littéralement des opportunités dans tous les sens. Dans ce contexte précis, absolument tout le monde devient émotionnel, que ce soit le débutant, l'intermédiaire ou même l'expert. En fait, c'est pas je suis émotionnel ou je ne le suis pas, ça marche pas comme ça. C'est plutôt une question de curseur. À quel degré est-ce que tu vas devenir émotionnel? Pour bien comprendre, la partie de ton cerveau qui prend les décisions se divise principalement en 2 parties. Le cortex préfrontal, donc c'est ton cerveau rationnel, c'est celui qui va analyser, qui va réfléchir, qui va prendre du recul et qui va faire des choix réfléchis. Et tu as l'amygdale qui joue un rôle clé dans le traitement des informations émotionnelles par le cerveau, en particulier dans la formation et le stockage des souvenirs émotionnels. Elle est également impliquée dans la perception des menaces et dans la réponse de l'organisme au stress. C'est ton cerveau primitif, c'est ton système d'alerte. Elle est responsable de tes réactions émotionnelles. Et surtout, l'amygdale est riche en neurotransmetteurs, comme la dopamine par exemple. La dopamine, c'est la molécule du plaisir immédiat, de la récompense rapide, de l'euphorie intense. Il y a 1000 ans, quand un homme des cavernes se promenait en forêt et tombait nez à nez avec un lion, en fait son amygdale prenait immédiatement les commandes. Son cerveau ne prenait pas le temps de réfléchir calmement à la situation ou de sortir un plan en 5 étapes. Il déclenchait une réaction instinctive immédiate, soit combattre, soit fuir. Et ça, c'est parce que notre cerveau est câblé pour désactiver la partie rationnelle, donc celle qui va prendre les décisions, dans de nombreuses situations. De nombreuses études en neurosciences ont d'ailleurs prouvé que l'être humain est un être émotionnel et pas un être rationnel. Et en plein bull run, devine quelle est la partie de ton cerveau qui va prendre le contrôle. Exactement, c'est l'amygdale, c'est ton cerveau primitif. Résultat, tes décisions deviennent impulsives, émotionnelles et souvent très risquées. Donc c'est là que tu peux faire les plus grosses erreurs. Ton objectif numéro 1 pour ce bull run, ça doit donc être de savoir ça et de t'y préparer dès maintenant en mettant en place un plan précis. Parce que le meilleur moyen de limiter les dégâts causés par les émotions, c'est de prévoir à l'avance ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Les projets ne sont pas déjà trop capitalisés. Il y a une phrase qui revient sans arrêt chez les débutants, je vais pas investir dans ce projet, il est déjà trop capitalisé. Pourquoi? Parce que ces personnes-ci se disent que si un projet pèse déjà 2 milliards de dollars, alors il faudrait encore 2 milliards de dollars supplémentaires injectés pour qu'il fasse un simple x2. Et donc dans leur tête, ça paraît trop tard parce que 2 milliards, c'est énormément d'argent. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se tourner vers des petits projets, 50, 100, 200 millions de market cap, en espérant trouver la fameuse pépite. Mais ce raisonnement, en fait, il est incomplet. Et surtout, c'est une énorme erreur de perception. Le vrai problème, c'est qu'en général, ceux qui vivent leur premier bull run n'ont pas encore la notion d'échelle. Ils n'ont pas de référentiel solide pour comparer les capitalisations entre elles. Alors, pour te faire comprendre, laisse-moi te poser une question simple. Quel est le plus gros marché? Le marché des chaussettes ou le marché de la dette américaine? Et c'est là que tout se joue. Parce que même si les deux sont des marchés, le marché de la dette américaine, c'est des milliers de milliards de dollars en mouvement. Celui des chaussettes, c'est à peine quelques dizaines de milliards. C'est comme vouloir comparer une fontaine à un barrage hydroélectrique. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir une boîte leader sur le marché des chaussettes qui vaut 2 milliards, mais comparé à une entreprise qui opère sur la dette souveraine américaine, elle joue dans un bac à sable. Et dans la crypto, c'est exactement la même chose. Beaucoup trop de gens vont se concentrer sur investir sur le projet qui a le plus de potentiel dans le marché des chaussettes. Un projet gaming, par exemple. Même s'il est cool, s'il est beau, s'il est fun et qu'il y a une grosse communauté, il n'apportera pas autant de valeur, il générera pas autant de revenus qu'un projet qui propose d'apporter une nouvelle utilité à Bitcoin ou de tokeniser des bons du trésor américain. Bon, sauf pour GTA 6, mais franchement, si vous arrivez à trouver l'équivalent de GTA 6 en crypto, vous êtes vraiment bon, voire très bon, et vous m'envoyez un message. Si tu as un projet A qui est capitalisé 5 fois plus qu'un projet B, oui, peut-être qu'il faut 5 fois moins d'argent injecté dans le projet B pour qu'il puisse faire x2. Mais si ce même projet A apporte 20 fois plus de valeur que le projet B, forcément il a plus de potentiel. Surtout qu'on a un marché des crypto-monnaies qui devient de plus en plus institutionnel. Et donc ce sont les projets les plus solides qui auront le meilleur rapport entre le risque et le rendement. Et un meilleur rapport entre le risque et le rendement, c'est ce qui fait augmenter finalement la performance globale d'un portefeuille. Donc tout est une question d'échelle. Et sur cette notion d'échelle, il faut ajouter le fait que sur le précédent cycle,
On a des projets qui ont atteint des 30, 50, voire 100 milliards de capitalisation. Donc non, un projet à 2 milliards aujourd'hui, c'est pas trop tard, c'est peut-être même juste le début, et c'est d'ailleurs pour ça que dans les chercheurs de pépites, on ne se concentre pas sur trouver les plus petits projets possibles, on se concentre sur trouver les projets qui ont le plus gros multiplicateur potentiel avec le moins de risques pour augmenter la performance globale de nos portefeuilles. Diminue au maximum la quantité de décisions que tu vas devoir prendre. En crypto, c'est pas compliqué. Une bonne décision, ça te fait avancer de 1, une mauvaise décision, ça te fait reculer de 3. Donc si tu prends 60% de bonnes décisions, eh bien tu perds de l'argent. À chaque fois que j'accompagne des personnes qui étaient là au bull run de 2021, la première phrase qui vient, c'est toujours « Oui, j'étais là au précédent cycle, j'étais en bénéfice, beaucoup de bénéfices, mais j'ai pas vendu. » Pour eux, ils étaient passés de 50 à 500 000 $ et à chaque fois que le chiffre sur le portefeuille montait, plus ils devenaient acquis. Du coup, ils n'ont pas vendu, ils sont passés de 500 000 à 430 000, puis à 300 000, puis à 200 000, jusqu'à se retrouver en négatif pendant plusieurs mois. Et le pire, c'est qu'ils avaient fait plein de bons choix, mais une seule mauvaise décision au mauvais moment, et c'est tout leur bull run qui est parti en fumée. Alors on pourrait se dire que ces personnes-ci sont pas très intelligentes ou que ça arrive qu'aux autres. Sauf que les personnes que j'accompagne, ce sont des gens qui ont fait des études, des ingénieurs, des cadres, des entrepreneurs, des sportifs. Ce sont des personnes qui ont déjà une certaine maturité, qui ont une gestion de leurs émotions qui est relativement forte et des responsabilités, mais ça arrive quand même. Ce que le marché t'a donné, il te le reprendra toujours parce que ce n'est pas normal de faire autant d'argent en si peu de temps. Pour diminuer la quantité de décisions que tu vas devoir prendre, je vais te donner 3 conseils. Le premier, c'est qu'avoir plus de 10 projets en portefeuille, ça sert à rien, à part augmenter la quantité de décisions que tu vas devoir prendre. Deuxième conseil, c'est que tu dois avoir une stratégie mécanique, agir un petit peu comme un robot. Si tu n'as pas de plan concret, défini à l'avance sur quand tu prends tes profits, quel pourcentage tu sors à chaque palier, combien et comment tu réinvestis tes gains, comment tu sors progressivement du marché, quel est ton objectif et qu'est-ce que tu fais après, eh bien tu pars déjà perdant. Et le troisième conseil est les mêmes niveaux de prise de profit pour tous tes tokens. Essaye pas de calculer le potentiel, la tokenomique de chaque projet avec les variables de X et de Y. Non. Fais quelque chose de simple que tu peux appliquer à tout ton portefeuille, sinon tu vas avoir trop de décisions à prendre. Et retiens bien ça, ce ne sont pas ceux qui prennent le plus de risques qui gagnent le plus, ce sont ceux qui font le moins d'erreurs. Les conseils des autres te feront autant gagner d'argent qu'ils t'en feront perdre. Bon, 90% des conseils que vous allez recevoir sont inutiles. Entre ceux qui vous font perdre du temps et de l'énergie pour aucun résultat, on y reviendra juste après. Ceux qui donnent des conseils mais qui vivent leur premier bull run, ceux qui ne sont pas adaptés à votre profil, ceux qui sont complètement bullshit, eh bien c'est compliqué de choisir. Et c'est pas un hasard si je vous parle de ça après vous avoir dit qu'une bonne décision vous fait avancer de 1, une mauvaise décision vous fait reculer de 3. En fait, si vous prenez un mauvais conseil, ou un conseil qui n'est pas fait pour vous, vous allez reculer de 3. Pour résumer, il y a 2 types de conseils. Il y a les conseils d'un débutant qui ne connaît pas le sujet, ou du moins qui pense savoir mais qui ne prend pas tout le contexte ni les 2883 variables qui existent. Par exemple, la première fois que je suis allé à Dubaï, ma mère m'a dit « Attention, là-bas tu peux te faire prendre ton passeport et ne jamais pouvoir revenir ». Alors c'est gentil, et j'aime profondément ma mère, mais le problème c'est qu'elle n'était jamais allée à Dubaï et que son conseil était basé sur une déformation de quelque chose qu'elle avait entendu d'une amie qui avait regardé un reportage bien sorti de son contexte pendant qu'elle faisait à manger. En fait, peu importe si le conseil est bienveillant ou pas, ce qui compte c'est est-ce que le conseil va vraiment vous faire gagner de l'argent ou pas. Et dans 90% des cas, ce ne sera pas le cas. Et l'autre type de conseil, c'est les conseils qui sont pertinents, mais qui ne sont pas adaptés à votre niveau. Et ça, c'est peut-être le plus dangereux. Imagine, tu veux te mettre à la boxe. T'as jamais mis les gants, t'arrives à la salle pour ton premier entraînement. Et là, au coin du ring, il y a un pro, un boxeur qui prépare un championnat du monde, donc lui, il est affûté, il est technique, il est rapide, il connaît les moindres gestes. Tu poses ton sac, tu t'installes dans un coin de la salle, et tu tends l'oreille. Tu veux écouter les conseils que son coach lui donne. Donc tu te dis, je vais apprendre directement de ce qu'il dit à le champion, et ça va m'aider. Et là, tu entends, garde le centre du ring, contrôle la distance avec ton jab, anticipe le switch de garde de ton adversaire, déclenche à la sortie du pivot. Et toi, donc, ce que tu fais, c'est que tu prends des notes, tu les appliques, tu rentres dans ton premier combat amateur, et tu te fais éclater en 30 secondes. Pourquoi ? Parce que ces conseils sont excellents pour lui, mais sont pas du tout faits pour toi. Toi, ce que tu devais faire, c'était d'abord apprendre à bloquer un coup, à gérer ton souffle, à te déplacer correctement et à travailler tes basiques. Et c'est exactement pareil dans l'investissement. Tu peux entendre un investisseur pro dire « Ouais, en ce moment, ce qui fonctionne, c'est les agents IA. Ouais, en ce moment, je suis à fond dans les mêmes coins. Ou alors, ouais, je garde tout jusqu'à l'euphorie maximale. Ou alors, ouais, je mets 20% de mon portefeuille sur un projet risqué parce que je vais chercher mon edge ailleurs. » Mais ce sont des conseils qui sont calibrés pour leur stratégie, pour leur niveau, pour leur horizon de placement et pour leur psychologie. Pas pour toi.
Et c'est là le vrai piège. C'est que, à ce moment-ci, on croit tous qu'on applique le bon conseil, alors qu'en fait, on vient juste de saboter notre trajectoire avec la meilleure des intentions. Pose-toi donc toujours cette question avant d'appliquer un conseil. Est-ce que cette personne est à mon niveau? Est-ce qu'elle connaît mon contexte? Est-ce qu'elle comprend mes objectifs, mon niveau de risque et ma stratégie? Si la réponse est non, eh bien passe ton chemin ou essaye de réadapter le conseil en fonction de toi, de ton profil, de tes objectifs. Parce qu'un très bon conseil mal appliqué peut te faire autant de dégâts qu'un très mauvais conseil bien intentionné. Concentre-toi sur le 20% qui ramène 80% des résultats. Alors tout le monde connaît la loi de Pareto. Tu as déjà entendu 20% des efforts qui ramènent 80% des résultats. Mais dans les faits, personne ne l'applique vraiment et personne n'a jamais lu un livre sur la loi de Pareto. En réalité, tous ceux qui vivent leur premier bull run font l'inverse. Ils passent 80% de leur temps à s'épuiser sur des détails qui rapportent peu et vont délaisser les 20% qui vont rapporter le plus de résultats et donc le plus d'argent. Passer plusieurs semaines à optimiser leur stratégie, investir sur 30 projets différents. Ils essayent de choper le meilleur moment pour vendre. Ils cherchent le projet à 10 millions de market cap qui fera peut-être x100. Ils regardent toutes les vidéos YouTube, même celles qui disent tout et son contraire. Ils passent des heures sur Twitter à comparer leur portefeuille avec celui des autres. Ou alors ils téléchargent 15 outils d'analyse pour finalement en comprendre et en maîtriser aucun. Ce que je répète souvent aux membres des chercheurs de pépites, c'est que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Elle est plus verte là où tu l'arroses. Donc si tu passes ton temps à chercher à tout optimiser, à aller à gauche, à droite, en avant, en arrière, finalement tu n'optimiseras rien et tu n'auras pas de résultat. Si c'est ton premier bull run et que tu sens que tu as un niveau en crypto qui est vraiment moyen, bien fais simple. Stratégie d'investissement simple, la même pour tous les tokens. Tu n'investis pas dans des projets à moins de 100 millions de market cap. Tu n'investis pas dans plus de 10-12 projets. Tu ne cherches pas à être sur toutes les opportunités. Tu oublies le trading, tu oublies les meme coins, tu oublies les pre-sales, l'investissement actif et tout ce qui n'est pas normal, tout ce que tu ne maîtrises pas. Un bull run, ça va aller très vite. Donc, tu n'auras ni le temps, ni l'énergie pour tout approfondir. Donc, pose-toi vraiment cette question simple chaque semaine. Quels sont les 20% d'actions, les 20% d'informations et de décisions qui vont réellement me faire gagner de l'argent? Le reste, tu peux l'ignorer, pas parce que ça n'a pas de valeur, mais parce que ta bande passante est limitée. Et dans un cycle où chaque mauvaise décision coûte cher, ta capacité à rester focus sur l'essentiel, eh bien c'est une arme extrêmement puissante pour atteindre tes objectifs. Et si tu souhaites approfondir, tu t'abonnes, tu vas voir la playlist de formation crypto qui est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube, tu prends des notes et tu poses tes questions en commentaire. Certaines choses n'ont plus vraiment d'importance. Ce que je vais dire ici, ça va peut-être à l'encontre de tout ce que tu as déjà entendu jusqu'à maintenant. Mais écoute-moi bien jusqu'au bout. Le marché des crypto-monnaies a changé. Ce qui était vrai il y a 4 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui. On va prendre un exemple qui va en faire réagir beaucoup, je le sais, c'est la tokenomique. Je reçois souvent la question, Moon, comment on fait pour analyser la tokenomique d'un projet crypto? Et derrière cette question, en fait, il y a cette idée qu'il faut faire des calculs compliqués, comprendre toutes les incitations, suivre les schémas de vesting obscurs, décortiquer les mécanismes de burn, de staking, de redistribution, et passer des heures à analyser des tableaux Excel. Et pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils ont entendu, souvent sur YouTube ou sur Twitter, que la tokenomique c'est super important. En fait, laisse-moi te dire un truc très simple. Un projet crypto, c'est une entreprise. Et une entreprise sérieuse construit sa tokenomique en fonction de ses besoins réels, de son plan de développement et de sa vision long terme. Donc si tu investis sur des projets solides, portés par des équipes sérieuses, qui développent une vraie technologie avec une vraie vision, en fait tes intérêts en tant qu'investisseur, ils sont déjà alignés avec les leurs. Donc t'as pas besoin de suranalyser chaque virgule de la tokenomique. Alors là, j'en entends déjà qui vont me dire « Oui, mais Moon, tu dis n'importe quoi, la tokenomique, c'est super important. Regarde ce qui s'est passé avec Mantra. » Oui, t'as raison. Mais justement, ce que tu décris avec Mantra, c'est l'exception, c'est pas la norme. Et ça nous ramène encore une fois à la loi des 80-20. 80% des détails que tu veux comprendre dans une tokenomique ne servent à rien. Ce qui compte vraiment, c'est les 20% qui ont un vrai impact sur ton investissement. Et ces 20%, c'est quoi? Dans une tokenomique, c'est premièrement, à quoi sert le token? Donc, est-ce qu'il a une vraie utilité dans l'écosystème ou est-ce que c'est juste un jeton décoratif? Et deuxième point, comment est répartie la supply? Est-ce qu'un wallet, parmi les détenteurs, détient 40% des tokens et peut dump à tout moment sur la communauté? D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec Mantra. Et donc, le reste, c'est du bruit, c'est du bullshit. Et c'est souvent là-dessus que les débutants passent le plus de temps alors que ça ne changera absolument rien à leurs résultats.
et donc ils sont dans le 80 qui rapporte 20% des résultats. Si le projet est sérieux, si c'est une vraie entreprise, si les fondateurs sont alignés sur le long terme et qu'ils veulent vraiment créer de la valeur dans l'écosystème, alors tes intérêts en tant qu'investisseur sont alignés avec les leurs. Tu gagnes jamais à faire des calculs ultra complexes sur la tokenomique, tu gagnes à investir dans des projets solides, à poser les bonnes questions et à ne pas te perdre dans des détails qui ne comptent absolument pas. C'est une expérience incroyable. On connaît tous cette sensation quand on était petit, c'est le moment où on entrait dans un parc d'attractions ou dans une fête foraine avec les lumières partout, les cris de joie, les manèges qui tournaient en boucle, les stands de beignets, de glace, de crêpes au Nutella. Il y avait un petit peu cette énergie dans l'air qui donnait l'impression que tout était possible. Ton cœur battait vite, t'avais qu'une envie, c'était de courir dans tous les sens, d'essayer tous les manèges et de profiter à fond. Et pourtant, t'avais toujours les parents qui disaient « Attends, on fait une file à la fois, Dieu mange pas trop de beignets au Nutella, faut garder son ticket, on ne peut pas tout faire aujourd'hui. » C'était assez frustrant, mais c'était finalement nécessaire. Et en fait, un bull run, c'est pareil. C'est une énergie, c'est une période unique qui est intense, inoubliable, on a tout qui s'accélère, on a des portefeuilles qui peuvent exploser en quelques semaines. Et oui, on doit être sérieux, oui, on doit se former. Et en tant que débutant, tu dois te former, tu dois gérer ton risque, tu dois rester concentré. Mais surtout, tu ne dois pas, pour moi, passer à côté de l'expérience. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de vivre, c'est peut-être l'un des événements les plus puissants de ta vie financière et de ta carrière d'investisseur sur du long terme. Ce que je te recommande, c'est de garder une partie de ton capital, donc ça peut être 5, 10%, pas plus, pour te faire plaisir, pour tester des choses, pour explorer, pour aller sur un tout petit projet qui te parle un peu plus que les autres, pour suivre ton intuition sur un token que tu trouves fun, pour suivre la partie joueur de cette aventure sans mettre ton plan global en danger. Alors déjà parce que c'est vraiment agréable comme sensation, mais surtout parce que ça va te permettre de déterminer une somme à l'avance pour faire tes conneries, mais sans risquer d'être tenté de le faire avec une partie trop importante de ton portefeuille. Un bull run, c'est une expérience humaine. Et si tu restes trop rigide, trop mécanique, tu risques de passer à côté de tout ce qui rend ça magique. Cette expérience, on la vit tous ensemble, et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour votre bienveillance, pour toutes les personnes qui posent des questions, qui laissent des commentaires, qui mettent un like sur la vidéo, qui partagent leur point de vue dans le respect et qui aident les autres à progresser. Franchement, vous pouvez pas savoir à quel point c'est agréable pour nous de vous voir évoluer au quotidien et à quel point voir des personnes qui partagent nos valeurs nous aide à continuer, ça nous soutient énormément, donc merci à tous. Avoir les bonnes crypto-monnaies, ça ne suffit pas. Imagine, tu t'es inscrit à un tournoi de poker avec 1000 participants. Il y a 1 million de dollars à la clé et le tournoi va durer plusieurs jours dans une grande salle pleine de tables. L'ambiance est tendue, les visages sont fermés, la pression est partout, donc tu as tes jetons, tu as tes cartes, tu as ton siège, tout est prêt. Mais voilà, au poker, il suffit pas d'avoir les bonnes cartes. Tu dois savoir quand rentrer dans un coup, quand te coucher, quand bluffer, et surtout quand sortir. Tu peux avoir une main correcte et tout perdre si tu ne sais pas la jouer intelligemment. Tu peux aussi gagner avec une main moyenne juste parce que tu as mieux lu ton adversaire ou que tu as su attendre le bon moment. Alors à la fin, qui c'est qui gagne ? C'est celui qui a les meilleures cartes tout au long du tournoi ? Ou c'est celui qui a le meilleur jeu, la meilleure gestion, la meilleure stratégie et la meilleure compréhension du poker ? En fait, tu le sais, c'est le meilleur joueur de poker qui gagne. Les cartes, elles vont aider, la chance, elle existe, mais c'est la maîtrise du jeu qui fait la vraie différence. Et en fait, en crypto, c'est exactement pareil. Tout le monde pense qu'il faut absolument trouver la meilleure crypto, le projet parfait, le token ultime, le Graal du x100. En fait, non, c'est pas suffisant. Tu peux avoir les meilleurs projets du marché dans ton portefeuille et perdre de l'argent quand même. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est pas juste ce que tu achètes, c'est quand tu achètes et surtout quand tu vends. Alors évidemment, si tu investis dans des projets sans fondamentaux, tu vas te faire rincer clairement. Mais si tu passes ton temps à chercher parmi les projets sérieux le meilleur du meilleur du meilleur, en fait, tu oublies l'essentiel. Ce n'est pas la crypto qui fait tout, c'est ce que tu fais avec. Et si tu veux jouer comme un pro, tu dois apprendre à gérer tes entrées, gérer tes sorties, gérer tes émotions et ne pas confondre bon projet avec résultat garanti. En fait, le marché crypto ne va pas récompenser les meilleures cartes. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Il va récompenser les meilleurs joueurs. Forme-toi avant qu'il ne soit trop tard. Si tu suis ou tu connais un petit peu le football, tu sais un truc très simple. Le haut niveau d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le haut niveau des années 80. Et c'est pas parce que les joueurs d'avant étaient nuls, c'est parce que le jeu a changé. Aujourd'hui, les infrastructures sont meilleures, les moyens financiers sont colossaux, la préparation physique est optimisée, les datas sont analysées dans tous les sens, et surtout, il y a des millions de jeunes qui rêvent d'en faire leur métier. Et donc le résultat, c'est que le pourcentage de personnes qui passent pro a considérablement diminué. Pas parce que les joueurs sont moins bons, mais parce que la concurrence est 100 fois plus forte. Et en fait, en crypto, c'est pareil.
Le bullrun de 2021 et celui de 2025 sont deux mondes totalement différents. Avant, tu pouvais t'en sortir avec un peu d'intuition, quelques vidéos YouTube et 2-3 tweets qui étaient bien sentis. Aujourd'hui, les projets sont plus complexes, l'analyse fondamentale demande du recul, les mécaniques de marché sont plus fines, il y a plus d'argent, plus d'acteurs, plus de compétition, et les erreurs coûtent beaucoup plus cher. Tu crois que tu as le temps, tu crois que tu vas apprendre en cours de route, que tu vas improviser ton plan, que ce sera le bon moment, eh bien, c'est faux. Quand le marché explose, tu n'as plus le temps d'apprendre, tu es déjà dans le feu. Et dans le feu, tu réfléchis pas, tu réagis avec ce que tu as déjà en toi. Donc oui, le marché des crypto-monnaies peut te permettre de passer un cap supérieur dans ta création de patrimoine et d'accélérer ton processus d'enrichissement rapidement, mais en aucun cas ça se fera facilement. Rapide et facile sont deux mots qui sont complètement différents. Donc finalement, tu as deux solutions. 1, tu es aligné avec le fait que ce bullrun sera pour toi une phase d'apprentissage, une phase de test, et que tu vas pas forcément aller chercher des résultats incroyables, et dans ce cas, bravo, parce que tu es aligné avec la réalité, et franchement, avec cette mentalité, tu iras loin, tu iras même très loin, parce que tu abordes la chose de la bonne façon. Et la deuxième solution, tu souhaites développer tes compétences, tu souhaites être accompagné et avoir les clés nécessaires pour aller chercher les résultats que tu souhaites, avoir un plan et une stratégie qui sont adaptés à ton profil, ton temps, ton capital et tes objectifs. Dans ce cas, tu as deux liens en description. Le premier lien, il sert à booker un appel avec moi pour discuter ensemble des solutions d'accompagnement que l'on propose et que l'on puisse voir si on peut travailler ensemble ou pas. Et le deuxième lien sert à réserver ta place pour rejoindre les chercheurs de pépites qui est notre groupe d'accompagnement crypto. Ce groupe, il est sur liste d'attente, il n'y a que 9 places par mois qui sont disponibles. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère qu'elle t'aura servi. Si tu as des questions, tu peux les poser directement en commentaire. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne, c'est super important parce que tu vas pouvoir recevoir les notifications sur toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vais être là pour t'accompagner tout le long du bullrun. Tu as aussi le lien du canal Telegram spécialement dédié à la crypto en description. C'était Moontaurus. Ciao, ciao.